Alexandre Edry, merci beaucoup de nous accueillir ici au sein de l'IFTS. Vous êtes Gadzar de l'Ex 83 et vous avez pris ce poste donc, de direction générale. Peut-on en savoir un petit peu plus sur ce qu'est l'IFTS ? D'abord, merci de me donner l'opportunité d'en parler ici et je suis heureux de vous accueillir au sein de l'Institut de la filtration et des techniques séparatives. Alors, c'est beaucoup de mots, mais qui ont tous un sens bien précis, surtout pour toutes les entreprises qui constituent l'association IFTS, car nous existons sous forme associative, ce qui est assez singulier. Une association d'entreprise, pourquoi faire ? Eh bien, pour travailler toutes les notions de séparation, notamment séparation liquide-solide dans les fluides. Alors les fluides liquides pour l'essentiel, sachant que les thématiques gazeuses ne sont pas tout à fait exemptes de nos préoccupations. Nous travaillons ici depuis 1980 avec l'intention de fournir au monde industriel des savoirs qui sont accumulés par nos équipes et disséminés donc sous forme d'essais en particulier, de manière à pouvoir caractériser des suspensions, caractériser des filtres, des moyens de séparation qui sont ensuite utilisés dans les industries et qui sont utilisés aussi par des équipementiers pour permettre précisément à un procédé industriel soit de clarifier un liquide, soit de concentrer des solides. Alors, quel est l'intérêt de l'IFTS ? Eh bien, il a été mis en évidence par son créateur en 1981 que donc Roger Benaïm, professeur dont il faut citer absolument le nom, il a été donc identifié qu'il y avait un besoin de transférer des compétences universitaires vers l'industrie. La connaissance des techniques séparatives, elle est d'abord travaillée au sein des équipes de recherche de différents laboratoires universitaires. Et donc, l'industrie avait un besoin certain de bien connaître les mécanismes de la séparation pour pouvoir innover, pour pouvoir faire progresser les process industriels, car comme vous le savez, il n'y a pas un procédé industriel qui échappe à une technique séparative. Alors, vous êtes concrètement, voilà, concrètement, comment ça marche ? Alors, l'IFTS aujourd'hui se caractérise avec 3 pôles d'activité. Un pôle connaissance, où on va, avec l'aide des scientifiques qui nous accompagnent, travailler des thématiques de recherche très amont et qui vont permettre d'aller défricher des zones encore inconnues peut-être, liées aux méthodologies permettant d'exprimer des performances de procédés, permettant d'aller exprimer des performances de milieux poreux ou permettant d'aller choisir les meilleurs procédés pour obtenir une séparation donnée. Et alors, donc, ce travail-là donne lieu à des méthodes d'essai qui, un jour ou l'autre, deviendront des normes peut-être. Et c'est en réalité par ce modèle économique-là que l'on va développer en fait un autre pôle, le pôle essai, qui lui va utiliser ces normes, ces méthodologies, pour les mettre à disposition des industriels sous forme effectivement de prestations de services. Et toute la connaissance accumulée va ainsi être mise à profit des industriels. Ces normes embarquant également des matériels pour pouvoir exprimer les performances que j'ai citées tout à l'heure, eh bien, vont nous permettre aussi de réaliser ces matériels, les mettre à disposition des industriels, d'abord les mettre à disposition de nous-mêmes, et puis les mettre à disposition de l'industrie. Ça, c'est le pôle équipement qui va s'en charger. Donc 3 pôles, le pôle équipement, donc, c'est-à-dire conception, élaboration de matériel de laboratoire destiné à mettre en lumière des performances en particulier de filtres, de la distribution de taille de pores de membrane, de la caractérisation des matériels permettant de caractériser correctement le conditionnement chimique des boues. Voilà des typologies de matériel qu'on détaillera plus loin. Mais
Donc ces matériels étant aussi mis à disposition encore une fois des équipes essais de l'IFTS. Donc le pôle essai, lui, encore une fois, va servir de moyen principal finalement pour finalement faire vivre une équipe de 54 personnes avec les revenus évidemment des services que nous fournissons. Et puis, encore une fois, notre pôle connaissance qui va lui aussi non seulement nous permettre d'emmagasiner de la connaissance, mais aussi de permettre de la disséminer, j'ai dit sous forme d'essai, mais aussi sous forme de séminaires que nous allons organiser au fil de l'an, de rencontres que nous allons pouvoir favoriser entre industriels, entre donneurs d'ordre, et puis finalement entre fabricants de composants ou de matériel de laboratoire aussi, et puis bien sûr pour nos adhérents nous avons cette synthèse que nous faisons de la connaissance dans les techniques séparatives et que l'on met à profit de nos adhérents sous la forme de la lettre de l'IFTS, qui est vraiment un outil de communication avec nos adhérents qui est extrêmement apprécié, puisqu'on va y faire effectivement mention de tout ce qui est connu à date dans le domaine des techniques séparatives, tous les articles qui sont publiés, la science qui est réalisée autour de ça. Alors, fait important, donc finalement, on est au cœur des procédés industriels dès lors que ceux-ci embarquent effectivement une technique séparative qui est clé pour le process. De ce fait-là, on travaille sur tous les secteurs industriels possibles, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire, les piscines d'une manière générale, et puis bien sûr l'agroalimentaire, et puis voilà. Et j'en oublie forcément puisque on s'adresse à tous les secteurs, notamment l'environnement, et puis tout ce qui touche autour du traitement de l'eau. Nous avons, pour pouvoir mieux illustrer ce que représente la part acquisition de connaissances au sein de l'IFTS, je pense qu'il faut faire mention des 3 thèses en ce moment que nous avons en cours et qui touchent 3 domaines particuliers et distincts de nos thématiques scientifiques que nous manipulons. L'une sur les membranes et la connaissance des caractéristiques intrinsèques de ces milieux membranaires, qui est la distribution de taille de pore. Alors comment est-ce que on peut comprendre et interpréter correctement des caractéristiques que l'on peut mettre en évidence au moyen d'un essai, et donc voilà, avec un apport de simulation également pour pouvoir élaborer cette distribution de taille de pore. Donc une thèse vraiment voilà, que l'on réalise avec une école doctorale qui est basée à Toulouse d'un côté et puis à Bordeaux de l'autre. Une thèse qui est vraiment une thématique d'éco-extraction, où on va ici mélanger un procédé micro-ondes avec un procédé de centrifugation, et la combinaison des deux va nous permettre d'obtenir des extraits issus de végétaux ou de plantes qui sont de nature à intéresser finalement différents secteurs comme la cosmétique, comme le médical, comme l'agroalimentaire, avec justement ici un procédé innovant que l'on a développé en interne à l'IFTS. Et puis une troisième thèse qui, elle, va traiter particulièrement d'une thématique aéronautique singulière, puisque on va essayer de caractériser la glace qui peut se former à l'intérieur des réservoirs d'avions et donc être mélangée avec le kérosène qui lui va alimenter les moteurs d'avion. Et donc la problématique ici est une problématique de sécurité où on va essayer de caractériser encore une fois ce contaminant qui lui viendrait bloquer en fait le passage du carburant et donc aller jusqu'à l'extinction des moteurs. Donc on voit qu'on est sur une thématique très critique. Merci Vincent. Nous allons passer donc voir un petit peu comment se déroule une journée à l'IFTS à travers un petit road trip et voir dans les labos quelques expériences que vous nous avez réservées. Vincent, nous sommes un petit peu dans le Saint des Saints, c'est l'histoire de l'IFTS, elle a commencé ici ? Alors, l'activité telle qu'on la voit ici, c'est effectivement l'activité probablement de départ de l'IFTS en 1981.
il s'agit d'un laboratoire qui ici fait partie du pôle essai que je décrivais tout à l'heure et qui a vocation finalement à faire l'étude d'optimisation et de faisabilité des procédés de séparation. On vient de rentrer dans un laboratoire qui a vocation à d'abord analyser les suspensions qu'on nous confie. Une suspension, c'est donc un mélange de liquide, de particules liquides, de particules solides mêlées à un liquide. Et ces suspensions, eh bien, on va pouvoir les extraire, les séparer du liquide pour valoriser le solide ou valoriser le liquide. C'est la clarification finalement et la concentration qui sont les produits finalement de la séparation. Ici, notre objectif, c'est de trouver le procédé le plus adéquat pour valoriser l'un des deux produits et ce produit de la séparation. Parfois, ce sont d'ailleurs les deux produits qui sont à valoriser. Et d'ailleurs, dans ce laboratoire, il y a Pascal qui est un expert de renommée internationale pour caractériser justement les bouts d'épandage. Alors, tout à fait. Dans le domaine de la déshydratation des bouts, c'est l'expert qui aujourd'hui intervient au niveau international dans les comité technique ISO qui s'occupe précisément sur les boues. Alors on parle ici de boues, ici de stations d'épuration, hein, des boues urbaines, mais aussi ça peut être aussi des boues industrielles. Et donc Pascal, lui, intervient dans ces comités en tant qu'expert, en tant que patron d'ailleurs de groupe de travail, pour essayer de proposer à la communauté des industriels les meilleures techniques qui permettent d'affermir les propriétés d'un conditionnement chimique de boue, les propriétés in fine de la déshydratation qu'on peut obtenir sur des machines qui vont précisément essayer de faire ressortir l'intégralité des liquides de ces boues-là. Donc Pascal, lui, a travaillé énormément sur ces sujets-là et est très connu dans ce domaine-là. On a la chance de l'avoir avec nous. Et d'ailleurs, vous avez aussi des technologies propriétaires. Alors, à chaque fois qu'on développe et que l'on met au point des méthodes d'essai, eh bien, il faut développer le matériel qui va avec. Alors, on verra tout à l'heure ce qu'on a appelé il y a quelques années, une forme de clin d'œil d'un francisme ou un anglicisme un peu osé qu'on appelait bout test et qui donc est un matériel destiné justement à la caractérisation du conditionnement chimique des boues. Alors Pascal, je pense qu'il est important que tu nous présentes ici sur quelques manips bien choisis finalement la logique qu'il y a dans le traitement de la déshydratation des boues et ce qu'on peut en faire ici nous à l'IFTS et ce qu'on peut caractériser. Très bien. Donc à l'échelle laboratoire, on va reproduire effectivement toutes les étapes de la filière boue. Donc la filière boue, c'est donc on va gérer les sous-produits du traitement de l'eau. Donc on va finalement récupérer cette boue à l'issue du traitement de l'eau qu'on va prélever sur une station. Donc voici une boue qui est ici, qui est une boue activée. Et donc on va commencer par la première étape de la filière boue qui est le conditionnement chimique. Donc on va rajouter un polymère pour augmenter la taille des particules. Et Sophie va vous faire donc la démonstration sur un appareil qui permet de produire des flocs de manière répétable. Donc ça fait l'objet d'une norme. Et elle va donc reproduire effectivement cette étape de flocculation. Et ensuite elle va faire donc une flocculation ici et une étape d'égouttage. Donc là, effectivement, elle ouvre l'appareil, elle va mettre une quantité d'une boue bien définie. Voilà, donc ensuite elle va donc rajouter le polymère, qui est donc un produit chimique donc, à base de polyacrylamide, qui va servir à augmenter la taille des particules. Donc effectivement, on voit que la boue est une suspension très stable avec des particules très petites. Et l'objectif du flocculant va être d'augmenter la taille des particules pour favoriser la séparation. Donc on va voir donc sur un temps très court, donc les cinétiques de flocculation sont très rapides, tu peux y aller, voilà, c'est parfait. Donc vous voyez tout de suite, là, on voit que les particules sont devenues de taille millimétrique et vont être donc beaucoup plus faciles à séparer. Donc là, dans une étape de la filière boue, on va réduire et épaissir la boue, donc on fait un épaississement, donc c'est une filtration gravitaire, et on va donc commencer à réduire le volume des boues. Donc l'objectif de la filière boue sur une station d'épuration, c'est de réduire le volume des boues. Donc on fait déjà une première étape d'épaississement, donc on fait une filtration gravitaire, et ensuite, comme il faut encore aller plus loin dans la déshydratation, on va faire ensuite ou de la compression, donc c'est ce que va faire Michael, ou de la centrifugation qu'on va voir après.
Alors, peut-être que tu peux rajouter le fait que cet appareil a pour but de qualifier avec des valeurs quantitatives le conditionnement, et donc le résultat de la filtration ici est en fait l'objet d'un enregistrement de pesée de la masse de filtrat. Voilà, donc en fait on va mesurer ici un indice d'égouttage qui est aussi normalisé, donc il va permettre de comparer les polymères entre eux, les consommations de produits entre elles également, parce qu'il faut savoir que le conditionnement chimique représente 15% du coût de la filière boue, donc c'est important effectivement d'optimiser cette étape-là, et également de fiabiliser la qualité du floc qui va être l'objet sur lequel on va travailler. Et bien sûr, donc c'est un indice d'égouttage, on a besoin de connaître la concentration de la boue, la qualité du filtrat et la cinétique. Effectivement, donc on cherche à avoir des flocs qui libèrent le plus rapidement leur eau. Et toute cette procédure-là, en fait, est décrite dans les normes que tu rédiges, voilà, avec les indices d'égouttage qui sont dûment renseignés et décrits. Il y a une norme européenne, donc le N 14742 pour la floculation, et pour l'égouttage, effectivement, il y a une norme qui s'appelle le N 14701-4, et on va donc le passer à l'ISO, on espère, dans les prochaines années. Voilà. Donc Sophie va donc retirer effectivement cette boue égouttée. Donc on voit le filtrat effectivement là, qui est de voilà, on a donc un filtrat, on a enlevé cette eau en fait, et on a donc épaissi la boue qui est plus liquide et qui commence à une consistance pâteuse. Mais encore, on va essayer de réduire encore plus le volume, et donc on va le mettre dans une presse. Donc il va charger la cellule, donc ici il va mettre une toile filtrante, donc, qui est donc une toile fermée synthétique. Donc il va introduire la boue dans la cellule de filtration compression, et il va donc comprimer la boue à plusieurs bars jusqu'à ce qu'on sorte le maximum de liquide par voie mécanique. Donc là, on est vraiment sur de la compression mécanique, il n'y a pas de séchage. Et on va donc déterminer la concentration maximale de la boue qu'on peut obtenir d'un point de vue mécanique. Donc on va extraire toute l'eau libre de la boue. Donc il est en train de charger. Donc bien sûr, c'est une cellule qui est totalement automatisée, donc on enregistre au cours du temps, pendant l'essai, donc bien sûr les conditions opératoires, mais également on va suivre au cours du temps la libération de la masse de filtrat par une pesée, et donc on va avoir une acquisition en ligne de la pression, de la masse écoulée au cours du temps, bien sûr de l'évolution de la hauteur du gâteau, et on va suivre tous ces paramètres qui vont nous permettre donc d'avoir effectivement cette donnée de compression. Donc il y a une norme française qui a été publiée l'année dernière qui s'appelle la siccité limite, qui permet à partir de ces données d'extrapoler un temps infini pour voir le potentiel de déshydratation mécanique d'une boue. Mais on peut aussi simuler le fonctionnement de filtres industriels comme des filtres presse qu'on verra tout à l'heure. Donc là, il va donc alimenter et donc démarrer l'essai en lançant l'acquisition de masse au cours du temps. Et donc il va appliquer la pression et ouvrir la vanne de filtrat. Donc là, il se met à plusieurs bars. Donc il va se mettre à 4 bars par exemple. Et ensuite donc il va ouvrir donc là il descend le piston donc au contact de la boue. Et ensuite il va ouvrir, et vous voyez donc le filtrat, donc l'eau qui était dans cette boue égouttée sort, et donc on va vraiment pousser au maximum la déshydratation de la boue. Donc on va former donc une galette de boue donc, qui va être effectivement ensuite qu'on va sécher à l'étuve pour déterminer effectivement la masse sèche de la boue. Voilà, donc là on voit tout de suite qu'il y a eu vraiment cette eau interstitielle qui sort, et puis là on commence à avoir accès à l'eau qui est emprisonnée dans les flocs. Parce que quand on a justement floculé la boue, on a aggloméré les particules par pontage, et ça donc piège de l'eau. Donc, et cette eau qui est piégée dans les flocs, mais en comprimant le floc à forte pression, on va sortir cette eau du floc, comme dans les procédés bien sûr industriels, où on a ces effets de compression sur la boue. D'ailleurs, on voit là donc une galette de boue là, qu'on a formée ici. Voilà, donc on a poussé au maximum, et donc là on arrive à un état, on est passé d'un état pâteux à un état semi-solide, donc c'est une boue qui peut être pelletable, qui peut ensuite être transportée dans des camions vers les champs d'épandage, vers le compostage, vers l'incinération.
Après la manip que l'on a vue au laboratoire au Kéops, là on est sur le plateau technique avec des pilotes industriels. Alors, effectivement, donc c'est toute l'activité dans ce laboratoire du Centre d'études d'optimisation de procédés de séparation, c'est, comme on l'a dit initialement, dans un premier temps, la caractérisation de la suspension, la détermination finalement de l'efficience du procédé qui sera a priori à l'échelle de quelques millilitres le plus apte à créer la qualité de la filtration ou du rétentat que l'on souhaite. Et puis après, on va valider en fait à des échelles un peu plus larges, jusqu'à 1000 litres peut-être, sur des moyens industriels ou semi-industriels, la réalité en fait des assertions qu'on en a faites jusqu'à présent. Alors, du matériel industriel, qui existe et sur lequel on va démontrer les choses, on peut passer aussi au matériel innovant. Et à l'IFTS, vous avez vu qu'on mélange à la fois des expérimentations qui permettent de valider des procédés actuels, mais en même temps on travaille pour 5 ou 10 ans devant nous pour essayer de développer des nouveaux procédés ou qualifier, ou des méthodes, ou développer des méthodes qui permettront de qualifier de nouveaux procédés. Et qui peuvent devenir des normes. Et qui peuvent à un moment donné devenir des normes. Alors ici dans le cadre du procédé, j'ai exprimé que l'IFTS était pourvoyeur d'innovation, et l'innovation en fait on va la chercher dans les laboratoires, on va les chercher aussi grâce à des thésards qui nous apportent le savoir qu'ils vont travailler avec les écoles doctorales. Alors Alice Angoy est chez nous depuis 2 ans maintenant et elle travaille sur un procédé complètement innovant qui mêle centrifugation, donc on est ici dans la séparation mécanique, et micro-ondes, où on espère, grâce à la combinaison de ces 2 procédés, pouvoir faire de l'extraction. Alors l'extraction c'est un petit peu une voie de la séparation, donc cette extraction qui d'habitude se fait par des moyens plutôt chimiques, des transferts finalement de molécules du substrat dans lequel va se trouver la molécule d'intérêt vers un fluide qui serait finalement un solvant, ici on va essayer de combiner un effet où on va faire s'échapper les molécules d'intérêt des cellules végétales, parce que c'est l'intérêt de la thèse, par des micro-ondes, et puis on va essayer effectivement d'avoir cet effet d'entraînement mécanique des fluides qui seraient libérés par la centrifugation. Voilà. Et donc Alice va soutenir sa thèse dans 1 an maintenant à peu près, et le procédé est absolument aujourd'hui qualifié d'extrêmement intéressant par justement la combinaison de ces 2 effets qui nous permet de réaliser des extractions d'un genre un petit peu nouveau. On arrive à la fois d'extraire sur certains substrats une phase qui serait huile et une phase aqueuse. Et avec quelque chose d'un petit peu innovant aussi, parce que il y a quand même une machine qui tremble, donc là on est dans de la mécanique pure, et puis quelque chose qui ne doit pas être voilà, tout à fait. En contact. Exactement. Donc c'est là tout l'objet. Alors Alice réalise des manipulations régulières pour valider toutes les théories qu'elle essaie de démontrer. Donc ici, ce que on a réussi à faire, c'est effectivement réussir l'introduction de micro-ondes au travers de ce guide d'onde. Donc le magnétron ici va introduire les micro-ondes, et ce que l'on réalise grâce à cette interface ici, c'est une jonction sans contact entre le guide d'onde et la machine tournante. Et bien sûr, la crainte, c'est de faire fuir les micro-ondes, qui serait dommageable pour le personnel, mais en réalité, on a un piège à ondes qui est à l'intérieur et qui donc permet de garantir que les ondes ne fuient pas. Donc cette jonction ici et l'intelligence qu'il y a autour a été acquise grâce au travail partenarial qu'on a eu avec d'autres centres techniques dans le cadre de thèses précédentes. Donc l'IFTS
acquis ces savoirs grâce évidemment bien à cette relation avec l'université et le travail des thésards au fil des temps. Et donc ce que vous voyez là est le produit de 2 thèses successives. Et Alice est la 3e à travailler sur cette thématique-là, en tout cas micro-ondes mélangées donc avec la centrifugation, avec un objectif ici voilà, de développer des produits grâce à des procédés qui seraient plutôt verts et on qualifie en fait le procédé ici d'éco-extraction. Donc on est tolérant pour l'environnement et puis on essaie de réduire la quantité d'énergie qu'il faut pour obtenir le produit final. Nous sommes dans une autre composante de l'IFTS. Alors le laboratoire de mesure et de caractérisation. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire ? Essentiellement 3 types d'activités. Une activité qui consiste à établir le niveau de contamination particulière des pièces et des composants mécaniques qui vont rentrer dans la constitution d'un circuit fluide. Alors ça peut être, on peut imaginer donc un circuit de freinage automobile, un circuit de refroidissement automobile également, circuit de lubrification. Donc on voit que une des principales, je dirais, activités économiques que va servir ce laboratoire, c'est effectivement l'automobile. On l'aura compris, un peu comme les essais de filtre également. Donc on va également donc dans ce laboratoire travailler sur la caractérisation finalement des particules. Ce qui nous intéresse dans les particules, c'est leur nature, c'est leur taille, et c'est parfois donc la répartition granulométrique de ces particules dans un fluide. Alors, de même qu'on s'attache à caractériser le niveau de contamination des pièces et des composants, on s'attache également dans ce laboratoire à caractériser la contamination en particules, en charge particulière des fluides. Et puis, on va caractériser également les milieux poreux, donc qui vont servir de substrat et de milieu à la filtration. Milieux poreux de toute nature jusqu'au milieu poreux membranaire. Alors ça peut être des milieux poreux de type granulaire, de type médiaticé, de type mousse ou de toute finalement forme et représentation qu'on puisse y trouver, mais aussi donc les milieux membranaires comme on le verra tout à l'heure. Voilà. Alors l'activité ici que l'on peut voir, c'est une activité donc, qui consiste à élaborer donc, une classe de propreté d'un fluide ou d'un composant obtenu donc, par comptage automatique ici de particules qu'on aura collationnées sur un filtre. Pour obtenir la collecte de l'ensemble de ces particules, on établit d'abord un transfert de ces particules, de la pièce ou du composant, dans un fluide. Et puis ensuite, on réalise cette étape de filtration sur une membrane qui va être ensuite analysée par un microscope. Toujours dans le même laboratoire, autre poste. Voilà, donc là, on est devant donc, un microscope électronique à balayage qui nous permet de nous renseigner sur la nature de certains contaminants que l'on peut trouver à la surface de filtre, notamment tous ceux qui sont de nature minérale ou non organique, grâce à une détermination finalement de la composition chimique de ces matériaux avec une sonde à rayon X, EDX. On peut également analyser avec ce microscope électronique à balayage la structure de surface de certains matériaux poreux qui va nous permettre d'aller regarder quel peut être le diamètre de certaines fibres, le diamètre de certains grains qui constituent le matériau poreux ou certaines ouvertures qui qui réalisent la partie poreuse du milieu. Michel réalise ici des comptages particuliers en salle blanche. Cette étape
clé en fait dans l'élaboration de la propreté d'un fluide se fait dans un univers à environnement contrôlé, parce que une des étapes importantes, c'est effectivement de faire passer le fluide dans le système de comptage, et donc notre obsession est de ne pas perturber la mesure. Donc l'environnement est absolument clé ici pour pouvoir réaliser une mesure qui soit indiscutable, qui ne soit pas biaisée par les particules que l'on peut trouver en suspension dans l'air. Cette salle sert aussi à faire des extractions de particules et de les faire transférer d'un composant d'une pièce à un fluide. Et le fluide, une fois filtré, donc sera ensuite analysé sur le microscope. Là, nous sommes dans le laboratoire membranaire Thierry Courtois. Thierry Courtois, c'était un nom qui a compté à l'IFTS. Oui, Thierry était un personnage qui a mis au point le matériel que l'on utilise aujourd'hui et qui embarque une méthode d'essai très particulière qui permet d'accéder à une distribution de taille de pore de membrane. La méthode qu'il a utilisée pour justement illustrer cette distribution de taille de pore est une méthode dont il a beaucoup travaillé, justement la mise au point opérationnelle avec les outils qui vont avec. Alors c'est important aujourd'hui puisque cette méthode est reconnue dans le monde entier. Elle a fait l'objet d'un premier équipement qui a été mis sur le marché par l'IFTS, et on en voit de beaux exemples ici. On a 4 équipements ensemble en ce moment dans ce lieu, ça veut dire qu'il y en a 3 qui sont destinés à nos clients. Et la pertinence de cette méthode se juge aujourd'hui par le nombre de fabricants de matériel de laboratoire qui ont maintenant dans leur ligne de produits également cette méthode utilisée. Et utilisent vraiment cette méthode qui est devenue une référence. C'est devenu une référence et donc comme d'habitude à l'IFTS, on va porter le mode opératoire dans les comités de normalisation ad hoc et on espère bien que d'ici quelques temps, on aura une norme au moins européenne, si ce n'est ISO, qui l'illustrera complètement. Alors cette méthode aujourd'hui, c'est René Peynador qui la poursuit, qui poursuit les travaux sur la porométrie. Alors on a la chance de l'avoir avec nous parce que c'est un des rares chercheurs au monde, qui a développé lui aussi de son côté dans son laboratoire en Espagne la porométrie biliquide, alors un déplacement de liquide. Il en dira quelques mots bien sûr. Et l'intérêt de cette méthode est précisément de pouvoir accéder à la connaissance des diamètres de pores très petits, jusqu'à quelques nanomètres, qui peuvent être présents sur une membrane, et d'en connaître précisément, le plus précisément possible, il y a toujours bien sûr une incertitude, la distribution de ces tailles de pores sur les membranes. Autre lieu de cet établissement, le Centre européen d'essai des filtres. Alors là, c'est la mecque, je dirais, du filtre pour l'automobile. Alors, effectivement, principal marché ici, dans ce lieu, c'est le secteur d'activité automobile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient tester et affirmer les performances de divers filtres d'application, soit carburant, soit huile, de lubrification, soit hydraulique. Pour chacun de ces filtres-là, dans le secteur automobile, mais on verra qu'il y a d'autres secteurs d'activité concernés, on va regarder d'un côté quelle est l'efficacité à séparer le contaminant du fluide finalement de référence, du fluide d'essai, dans certains cas, regarder la durée de vie de ce filtre-là, c'est-à-dire au bout de combien de temps l'élévation de pression nécessaire pour garantir le débit est atteinte, ou bien on va regarder l'intégrité des filtres, c'est-à-dire voir s'ils sont endommagés à la suite des essais. Donc tous ces essais constituent ce qu'on appelle des caractéristiques, la mise
en valeur des caractéristiques intrinsèques des filtres, l'ADN des filtres, comme l'aimait à désigner mon prédécesseur, et la qualité finalement des filtres était complètement dépendante finalement à la fois de la méthode qu'on va mettre en œuvre et puis du contaminant d'essai qu'on va mettre en œuvre. Alors ici, Pierre-Colin Gervais, qui est le responsable du laboratoire du centre d'essai des filtres, centre européen d'essai des filtres, comme on aime à se décrire effectivement, va précisément donc décrire l'objet de cet essai. Alors là, en fait, Vincent vous l'a exprimé, on va tester des éléments filtrants en séparation d'eau. Donc c'est des filtres qui sont utilisés dans les circuits carburants pour enlever l'eau du gasoil. Donc on travaille principalement une norme sur ce type de filtre, qui est la norme 16332. Alors comme vous pouvez le voir ici, l'élément filtrant est disposé dans un corps de filtre qui nous permet de surveiller le processus de séparation d'eau. Et puis donc on va injecter en continu pendant une heure ou 90 minutes une certaine quantité d'eau en amont de ce filtre. Et puis au cours de l'essai, toutes les 10 minutes, on va faire un prélèvement à l'amont et un prélèvement à l'aval du filtre pour regarder la quantité d'eau qui est contenue dans le gasoil en amont et en aval. Tu peux peut-être déjà montrer les effets que l'on voit ici du séparateur d'eau. Donc ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a des gouttelettes qui sont présentes en amont du filtre et qui vont être coalescées par l'élément filtrant, et vous voyez toutes les gouttelettes après d'eau qui vont venir au fond de ce corps de filtre, décanter au fond du filtre et après être purgées par cet orifice ici. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que il est important pour les constructeurs de connaître l'efficacité de ces filtres-là? C'est que les moteurs diesel aujourd'hui sont de plus en plus sensibles, notamment avec le Common Rail, donc ces dispositifs qui permettent d'injecter le carburant à très haute pression. Donc ces dispositifs-là sont extrêmement sensibles à tout contaminant qui peut se contenir, qui peut être contenu dans le fluide. On est très fiers en fait d'avoir pu mettre au point ces méthodes d'essai parce qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent influer sur le résultat d'efficacité. Un des paramètres, c'est notamment la taille de la gouttelette d'eau et la façon dont les gouttelettes d'eau qui sont injectées en amont du filtre, c'est-à-dire devant le filtre, vont impacter celui-ci. Plus ces gouttelettes sont grosses et voire même quand en fait on les injecte, quand on ne maîtrise pas la forme sur laquelle elles arrivent sur le filtre, eh bien on peut complètement fausser la réalité de l'efficacité et affirmer des performances qui en fait ne seraient pas constantes et seraient totalement dépendantes de la façon dont on aurait réalisé l'essai. Donc ici, toute la maîtrise de la méthode réside en particulier dans la maîtrise de la fabrication de ces gouttelettes d'eau. Voilà. Et donc ça, c'est un savoir-faire que l'IFTS a mis au point, a développé et vend aujourd'hui. Alors, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une automatisation d'ailleurs assez récemment pour pouvoir créer ces gouttelettes d'eau en fonction des conditions de l'essai. Voilà, on est ici dans la cellule conception du pôle équipement. Frédéric Lantin est le responsable de ce pôle, l'activité donc équipement et travaux neufs. Encore une fois, ce pôle a pour ambition de servir de support à nos propres développements, à fabriquer nos propres moyens, mais aussi ceux qui sont destinés à nos clients. Frédéric est en charge de la conception de l'ensemble du système banc d'essai avec bien sûr ses composantes mécaniques, hydrauliques, électriques, automatismes et informatiques qui vont avec. Donc là, c'est une machine que vous avez conçue? Alors absolument. Donc ça, c'est une machine telle qu'elle est là. Elle va rentrer donc en phase de validation avant réception par le client.
toute la conception a été faite, l'installation de l'ensemble des équipements et des organes a été réalisée, les pré-tests, notamment d'étanchéité, de débit, les volumétries et la calibration a été réalisée. Et donc, voilà, les validateurs vont rentrer en scène pour pouvoir voilà, attester des performances du moyen d'essai. Donc, c'est un moyen d'essai qui permet de tester les filtres du client qui, lui, est un fabricant de filtres. Et c'est un matériel de suivi de qualité de la fabrication de ce client. Elle va partir où, cette machine? Cette machine va partir en Chine. Voilà. C'est un de nos premiers, je dirais, pays destinataires de ce matériel. En tout cas, en 2018, ça a été le cas. Évidemment, on ne fabrique pas des bancs comme on fabriquait des matériels de petite ampleur. Ça, il faut imaginer que, classiquement, le temps consacré à la réalisation d'un banc peut varier de 1000 à 1500 heures. Et donc, on en fabrique classiquement 4 à 5 par an les bonnes années. Voilà, c'est une volumétrie importante en termes de temps de travail qui d'ailleurs au global fait que les revenus apportés par ce pôle sont de l'ordre du quart du chiffre d'affaires de l'IFTS.